Je m'appelle David Malone et c'est un privilège pour moi de travailler ici au CRDI, Centre de recherche pour le développement international. Notre invité, l'auteur Panja Mishra, il est déjà venu d'ailleurs, et donc nous vous souhaitons la bienvenue et nous allons discuter de ce livre. From the Ruins of Empire. Le bouquin est disponible à l'extérieur de la salle. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, vous pouvez l'acheter en personne. C'est fascinant. J'ai terminé la lecture il y a 3 jours et j'ai beaucoup appris. Le tout se situe principalement au début du dernier siècle et porte sur les effets un peu différents de l'Empire sur l'Empire ottoman, dépendance de l'Empire ottoman, l'Inde britannique et la Chine, et plusieurs intervenants secondaires qui jouent aussi un rôle. Il y a 3 protagonismes primaires, si je permets de m'exprimer ainsi. Alors, Pankaj, est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais parlez-nous un peu des origines du livre, ce qui vous a inspiré à rédiger cette œuvre. Merci, David. Merci de m'avoir invité à nouveau. Le livre est le fruit de l'idée quand même assez simple. Toute cette expérience de l'impérialisme du monde occidental dans certaines parties de l'Asie, dont on avait parlé dans les histoires nationales et des écrits aussi bien différents, des histoires des empires qui ont été modifiés dans les anciennes métropoles impérialistes, London principalement, mais il y avait des lacunes, des failles assez importantes que l'histoire ne comprenait pas des gens comme les personnes que je décris dans le livre. Yan Chacha, évidemment, se retrouve dans l'histoire de la Chine, mais ne se retrouve pas dans d'autres histoires. Mais oui, moi, je n'en avais pas entendu parler de même. Et pour ma part, ce livre découle d'un processus de découverte, d'apprentissage. J'ai fait appel à plusieurs disciplines. Je ne savais pas trop ce que je cherchais, mais c'était un peu une chasse. Je lisais des biographies très attentivement et j'allais ensuite chercher ces livres là où je pouvais les trouver. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il y a eu une certaine narrative dans mon esprit qui n'était pas précisément sur la façon dont l'impérialisme de l'Occident était vécu par plusieurs personnes de l'Asie, mais également la façon dont certaines des personnes les plus intelligentes, les plus érudits à la fin du 19e siècle, 20e siècle, comment ils y ont répondu, comment ces personnes-là ont formulé leurs réponses face aux défis du pouvoir occidental et ce que ça menace que ça pose à leur société, à leur propre sens de tradition, de civilisation. Et c'est devenu, à ce moment-là, un livre plus ambitieux et j'ai donc cherché des caractères, des personnes de qui je pouvais parler. J'ai mis le tout dans une narrative parce que je ne suis pas... Ce qui m'intéressait, ce sont la narration, c'est-à-dire des histoires qui portent sur certaines époques et qui vous parlent de certaines personnes, ce qu'ils ont vécu, leur état d'esprit, comment je sentais cette personne, une jeune personne en Turquie ou un jeune Iranien, un intellectuel à la fin des années en 1890. Alors c'était ce que je cherchais, à quoi pensait-il. Donc, figure comme Jeff Pahlavi en Afghanistan était bien importante parce que même si cette personne est née en Iran, il s'est déplacé puisque partout dans le monde occidental, il est aussi
c'est le seul endroit qu'il a raté, c'était le sud-est de l'Asie. Sinon, il a exercé une grande influence en Égypte, en Iran, où il a mené le premier mouvement important politique en 1881 et qui a porté fruit d'ailleurs. C'était un prédécesseur, en quelque sorte, de la révolution islamique en 1979. En Égypte, il s'est allié de très près à certains des personnages les plus importants des érudits religieux, des gens comme Sabla Bloun, que l'on considère le père de la nation égyptienne, et par la suite conseiller à Abdelhamid. Alors qu'il se déplaçait dans ces différents territoires, ces contextes politiques divers, il s'est aperçu, il a pu se rendre compte comment ces sociétés avaient été conquises, subjuguées, et après 1857, lorsqu'il a vu la destruction de toute la culture dans le nord de l'Inde par des autorités britanniques qui voulaient se venger dans cette région. Et il évoque ces leçons et la façon dont l'Inde avait été subjuguée. Et il en parle aux Égyptiens. Il avertit les Iraniens, puisque ça pourrait être leur sort également. Et de même pour Yang, la façon dont il percevait les faiblesses de la Chine impériale avant l'organisation des États, des nations-États de l'Europe. Et des grandes civilisations comme la Chine, il y a quelqu'un comme lui qui avait été élevé dans l'ancien système, voyait la Chine comme le centre du monde. Leur système politique était supérieur à tout ce qui existait ailleurs. Alors pour eux, ils étaient très humiliés et très choqués de voir que à la fin du 19e siècle, la Chine n'avait plus le rôle qu'elle jouait. C'est là où il a commencé à lire, à examiner d'autres sociétés, à examiner leur sort, à comparer avec le sort de la Chine, et ensuite toutes sortes de politiques comparatives qui ont été mises au point à la fin des 1890 et au début du 20e siècle. Ian est allé au Japon. Il a rencontré d'autres personnes de l'Asie qui étaient arrivées au Japon pour apprendre les secrets du pouvoir japonais. Il s'est aussi rendu en Amérique, où il a pu constater la politique américaine, le commerce américain. Il a vu de très près. Il l'a ensuite décrit de façon brillante. D'ailleurs, il s'est aussi demandé si ce modèle politique pouvait s'appliquer à la Chine. Encore une fois, il y a toutes sortes d'hypothèses, mais on voit qu'il y a vraiment un éclairage tout à fait génial sur le système politique. Cette synergie qui existe entre le monde du commerce et la politique, la façon dont les hommes et les femmes politiques prennent le pouvoir, ce cheminement, la façon dont fonctionne la démocratie, la façon dont on traite la minorité et la façon aussi dont les affaires américaines ayant complété cette expansion interne se dirigent vers les marchés outre-mer. Alors c'est tout le début de l'expansion des intérêts politiques et commerciaux américains, et ça, il l'a vu très clairement, et les inégalités qui existent également en Amérique. Et une façon un observateur beaucoup plus perceptif de ce qui se passait aux États-Unis que Henry James, 4 ans plus tard. Et son livre sur l'Amérique, The American Scene. Évidemment, Henry James ne s'intéressait pas, ne se posait pas les mêmes questions que Iad, mais quand même extrêmement perceptif. Et puis ensuite, la politique interne de la Chine jusqu'à 1919, et ça a été la conférence sur la paix à Paris, et on pense dans le passé que c'était important pour le destin de l'Europe et pour avoir créé un autre, jeter les bases d'une autre guerre en Europe, mais à partir de 1919,
19, c'est le moment où le mouvement national asiatique a été mis en branle encore une fois suite à un moment d'extrême humiliation, et tous les pouvoirs importants de l'Asie ont souffert à cette conférence-là aux mains de l'Europe et de l'Amérique. Et puis ensuite, il y a De Gaulle. La troisième de ces personnes dont je parle, j'en parle un peu moins, il y a moins de détails à son sujet, mais d'accord, est très utile dans la perspective de mon livre, puisqu'il est très critique de certaines tendances politiques qui voyaient le jour en Asie à ce moment-là, suite à l'impérialisme du monde occidental et du pouvoir occidental. Il s'est rendu compte d'abord qu'au Japon, qui avait déposé cette idée de l'État-nation impérialiste occidentale, croyait qu'elle devait devenir comme cela pour faire contrepartie au pouvoir de l'Ouest, et dès le début critiquait tout ce processus selon lequel les pays asiatiques devenaient des clones impériaux. Dans le livre, c'est très important. On discute de ce processus où les idées asiatiques sont adoptées par les habitants de l'Asie pour résister au monde occidental. Mais dans le cas du Japon, cela s'est révélé très dangereux. Ce sont des idées qui ont été dévastatrices partout en Asie. Tagore est un de vos trois protagonistes que la plupart de nous connaissons le plus. Il a remporté le prix Nobel très bientôt. C'était un homme très érudit. C'était un peintre aussi bien accompli, un personnage très important dans l'histoire de l'Inde. Alors, au début, votre livre, on accroche tout de suite parce qu'au bout de quelques pages, on se rend compte du fruit de l'impérialisme en Asie et comment certains pouvoirs de l'Europe commençaient à donc tirer profit de l'Empire ottoman qui était en train de se détériorer. Et voilà, vous parlez aussi, pour être un peu plus spécifique, vous parlez du Japon et la façon dont le Japon est devenu le premier pouvoir de l'Asie à rejeter ou avoir victoire sur un autre pays. J'aimerais que vous nous en parliez davantage. Alors, le livre débute avec cette bataille importante, bataille de Tsushima en 1905 entre les Russes et les Japonais et la marine. Et il y a cette guerre entre la Russie et le Japon et à laquelle on met fin. Et cette victoire s'est répandue partout en Asie très rapidement. Et il y a des intellectuels et des grands penseurs comme de Gaulle qui s'en réjouissaient. Je ne peux vous donner un meilleur exemple d'une personne pacifique, mais il était tout à fait réjoui de cette nouvelle victoire militaire. Et ses étudiants l'ont suivi. C'était une parade. Et Gandhi était l'avocat en Afrique du Sud. Il a vu que c'était important. Nous ne savons toujours pas quelles seront les conséquences de cette victoire, mais ce sera un moment décisif dans l'histoire de l'Asie. Les mêmes sentiments sont partagés par Tagore, qui était soldat à Damascus, Sun Yat-sen, qui était à London à ce moment-là. Et même si les nationalistes chinois, la Chine avait déjà ressenti les coups du Japon. Ils avaient été défaits en 1885, mais il se réjouissait. Il se rendait en Chine et au Moyen-Orient. Le bateau s'est arrêté pour faire le plein. On pensait qu'il était japonais. On a commencé à le féliciter de sa victoire. Et au Caire, c'était Fatah Kamul qui avait déjà rédigé un bouquin sur la façon dont le Japon
jeter les bases pour d'autres pays de l'Asie pour qu'ils puissent se moderniser. Et voilà des exemples de célébration. J'avais oublié Jawaharlal Nehru, qui était à l'école publique à ce moment-là, un garçon qui suivait cette bataille dans sa ville provinciale. Ensuite, il va à Harrow, en Angleterre. Il entend parler de cette victoire et il en est très réjoui. Et il y a d'autres personnages qui mentionnent cette bataille et je me suis rendu compte que c'était un moment décisif, bien important, et que l'histoire de l'Asie moderne débute en 1905 de fait et met en branle une série de révolutions. Les pères sont les premiers à insister, ils veulent une constitution. Ça, c'est une autre leçon qu'on a tirée. La raison pour laquelle le Japon a été victorieux, c'est qu'il s'est modernisé, s'est débarrassé de pouvoir arbitraire, de dépotisme. Il avait une bonne constitution, ils avaient un parlement. En quelque sorte, ils ont galvanisé, ils se sont ont mobilisé les citoyens et ont créé un type de force nationale par le biais de la mobilisation des membres les plus productifs de la société. Et le tout, on peut le faire si on a ces institutions qui sont établies comme un parlement, qui a été élu comme une constitution et le pouvoir du monarque. Tout le monde absorbe ces leçons pour adopter ces réformes au sein de leur propre société. Ce que Gandhi a dit au sujet de ce moment, qui était un moment des plus importants, c'est que ça témoignait bien des événements en Asie à partir de ce moment-là. Et les gens de partout en Asie se sont déplacés au Japon pour apprendre ces nouveaux mystères qui se rapportaient au pouvoir. Et il y a toute la gamme de personnes, première génération de nationalistes vietnamiens, à partir des moines bouddhistes qui l'ont fait, ces personnages importants dans l'histoire de la Birmanie, s'est déplacé et il s'est rendu à Tokyo également. Et il y avait des étudiants musulmans de l'Égypte aussi et de l'Indonésie, qui étaient Java, qui se sont rendus à Tokyo. Et bien sûr, il y avait des personnes le Kalpada qui était déjà là. Il y en a d'autres qui sont arrivés suite à cette bataille de Tsushima. C'est donc un moment très important. Et pour moi, encore une fois, je cherchais le bon moment pour démarrer mon livre et démontrer les sentiments profonds d'humiliation que ressentaient presque tous les Asiatiques à l'époque et démontrer comment cette victoire les a libérés émotivement à l'époque. C'est aussi une victoire assez ambiguë parce qu'on sait que le Japon va maintenant devenir un pouvoir impérialiste et causer énormément de souffrance. Bien souvent, dans les pays où les gens sont emballés par la victoire du Japon. De fait, pour en venir à ce qui est un thème sous-jacent du livre par rapport aux empires, moi, quand j'étais jeune, dans la mesure où je pensais à un empire, en fait, même quand j'étais jeune adulte, j'aurais probablement défini l'empire comme étant un phénomène géostratégique où les pays voulaient simplement étendre leur domination sur d'autres pour afficher leur pouvoir. Mais ce qui ressort très clairement de votre livre, c'est que l'Empire était vraiment un projet économique dans tous les cas. C'était un projet d'exploitation qui prenait différentes formes à différents endroits. Mais il y avait toujours cet objectif central et
Les répercussions de cela se retrouvent encore en Asie à ce jour dans la façon de penser des gouvernements, des autorités dans le domaine de l'éducation, de toutes les couches de la société finalement. Pourriez-vous commenter là-dessus? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'écrits romantiques sur cette idée d'empire. Depuis 10 ou 15 ans particulièrement, beaucoup d'histoires romantiques sur l'empire. Et le précurseur de cela est un poète, Kipling, qui crée ces mythes à l'effet que les empires sont essentiellement des forces de civilisation des peuples. Il y a toute une mythologie d'administrateurs et d'ingénieurs qu'il crée de façon vraiment captivante et poétique. Les gens qui veulent absolument civiliser les indigènes, les sortir de la noirceur des superstitions. Et finalement, tout cela a eu beaucoup d'influence à tel point que dans les rouages d'un empire sont plutôt obscurs, puisque c'est toujours une question d'argent. Il y avait d'autres motifs aussi, mais parfois, par exemple en Afrique, quand personne ne savait ce que faisait l'Empire, eh bien les gens y étaient simplement parce que les fondateurs se disaient, bon, prenons le dessus, prenons la mainmise. Donc les Britanniques y sont allés, en fait, à plusieurs endroits en Afrique et en Asie, qui n'ont pas été conquises au départ. Et ils y étaient simplement parce qu'ils ont trouvé ces lieux, ces endroits, et ils ne voulaient plus les perdre. Mais de grandes parties d'Asie, c'était pour des raisons d'argent, des raisons économiques. Et on a créé alors des institutions pour accélérer le côté mercantile quand on parle de la voie ferrée en Inde ou de l'établissement d'institutions comme des universités et collèges en Inde au 19e siècle. Cela ne fait pas partie du processus de civilisation. C'était simplement pour accélérer l'exploitation économique de l'Inde. C'était la première raison. Et pour répondre à votre question, ce qui est arrivé dans l'époque postcoloniale, c'est que non seulement avons-nous hérité de ces institutions, que ce soit la voie ferrée ou la force policière qui, à l'époque coloniale, était essentiellement un outil pour maintenir la mainmise sur les indigènes. Alors aujourd'hui, la police en Inde est encore une présence menaçante dans la vie des gens parce qu'ils étaient empreints de ces pouvoirs pendant la période coloniale et ces pouvoirs n'ont pas été réduits dans l'Inde démocratique. Et la même chose s'applique à d'autres institutions dont on a hérité. Toutes avaient été créées, encore une fois, pour maintenir des structures impériales en place. Et l'impérialisme a créé des idées sur le genre d'économie qu'on devrait avoir. Alors en 1947, après avoir été déindustrialisés systématiquement, nous avons dû nous réindustrialiser rapidement pour rattraper l'Occident qui avait déjà un siècle d'avance sur nous. Donc, on s'est retrouvé avec de grandes catastrophes dans plusieurs parties de l'Asie. Celle qui me vient à l'idée tout de suite, c'est un projet en Chine où on a voulu essayer de rattraper l'Angleterre en 7 ans, 15 ans. Les chiffres changent tout le temps. Mais l'idée, c'était de se rattraper, et ce, en très peu de temps. Sinon, on craignait que la Chine ne survive pas. Il y avait trop de pression qui s'exerçait sur ce pays.
Et en Inde, on a traversé cette période où l'on croyait pouvoir créer une société industrialisée sans se fier au mode libre-échange de l'Occident, parce que nous étions réduits à nous dépendre de l'Occident. Alors, et depuis 20 ans maintenant, nous sommes retournés à nos anciennes idées du capitalisme, du libre marché, du libre commerce, des économies orientées. Et ça, ce legs de l'impérialisme était vraiment imposant et a réussi à survivre à la décolonisation. Et l'histoire des postcoloniales des pays qui ont maintenant 50-60 ans, c'est vieux dans la plupart des parties de l'Asie, sinon en Afrique. Et on voit encore une fois ce legs se réveiller de façon bien inattendue. Vous ne passez pas beaucoup de temps sur un aspect particulier, c'est-à-dire la portée internationale de l'Empire. À la fin du 19e siècle, les Britanniques se manifestaient beaucoup et la Grande-Bretagne a donc contracté un grand déficit commercial avec la Chine et a dû trouver moyen de contrer cela. Et la Grande-Bretagne a décidé de commencer un commerce d'opium de l'Inde vers la Chine qui a eu des effets dévastateurs, comme on le sait, pour la Chine. Alors, la portée, le rayonnement de l'Empire, pas seulement au sein des pays qui touchaient des sociétés individuelles, mais est allé jusque par-delà les pays de l'Asie. C'est quand même assez frappant dans votre livre. Il ne faut pas oublier que c'était tout à fait sans précédent. Il y avait déjà eu des empires par le passé, mais l'histoire humaine était concevable si l'on n'inclut pas les grands empires, que ce soit en Inde ou même les Romains, l'Empire romain. Mais aucun empire jusqu'à l'ère moderne, les Ottomans, les Habsbourg, les Qing, n'a eu la capacité institutionnelle, la force militaire et le rayonnement moderne que l'impérialisme moderne avait. Et c'était bien sûr à cause du capitalisme industriel et les innovations comme les bateaux à vapeur, enfin, les innovations pour les anciennes sociétés comme la Chine, le fait qu'on puisse recruter de la main-d'œuvre dans le sud de la Chine et en Inde leur a permis partout dans le monde d'aller travailler, par exemple, dans les plantations des Caraïbes. Ça, c'était du jamais vu, ça n'était jamais arrivé auparavant. Il y avait, de l'esclavage dans certaines régions confinées, mais ce genre d'hiérarchie mondiale n'avait vraiment jamais existé auparavant. Et la façon dont ils ont dégradé certaines parties du monde et en ont fait des économies commerciales assez sophistiquées, ont transformé des économies sophistiquées en simples approvisionneurs de matières brutes, alors qu'on avait forcé les économies de subsistance à produire des récoltes qu'ils voulaient pour leurs relations commerciales avec, par exemple, la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y en avait d'autres aussi. Alors, en ce sens, cette destruction était vraiment sans précédent. Alors maintenant, je vais inviter les membres de l'auditoire à vous rendre au micro si vous avez des commentaires, des observations à faire. Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur un point en particulier? Mais avant tout, je voulais demander à Pankaj de nous parler un petit peu de sa conclusion au livre. Quand on est au milieu du livre, on se demande où on s'en va. Va-t-on aboutir à un énoncé disant, voilà, maintenant c'est le tour de l'Asie qui sortira triomphante de ce fléau d'un siècle, mais ce n'est pas votre conclusion. Alors, voulez-vous nous en parler un peu
Et ensuite, pensez au micro. En fait, c'était absolument impossible d'arriver à cette conclusion quand on a retracé l'histoire de ces trajectoires politiques d'une société qui était de plus en plus forcée d'adopter des modèles occidentaux, des États-nations, ces formes particulières de croissance économique. Et le Japon a été le premier pays à nous montrer comment ce pouvait être réalisé. C'est un exemple bien sombre de la façon de se transformer dans un État impérialiste. Quand on est un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources, il faut se tourner vers l'étranger. Et ainsi, il s'est retrouvé en situation de conflit avec les voisins, puis avec d'autres empires européens qui étaient déjà des nations. C'est aussi l'histoire de l'Europe du 20e siècle. Donc, un pays qui a été laissé de côté par les Européens qui se cherchaient des territoires. Et l'Allemagne a décidé que c'était enfin son moment pour recréer un empire au sein de l'Europe en tant que tel. Et le reste de cette histoire horrible est bien connu maintenant, mais les motifs sous-jacents qui ont poussé la création de ces formes particulières d'États-nations impérialistes, qui est exactement ce que les grands pays d'Asie ont adopté maintenant, des modèles qui reposent sur une croissance infinie, des expansions insensées, des projets d'urbanisation massifs. On déplace des centaines de millions de gens qui ont vécu en milieu rural, qui arrivent à peine à subsister parfois, mais qui avaient quand même une certaine sécurité alimentaire depuis très longtemps. Donc, les déplacer dans des milieux urbains, même si ces milieux urbains ne sont pas équipés pour accueillir autant de gens. Alors, ça a créé énormément de problèmes, de perturbations sociales, de perturbations internes dans ces pays de l'Asie qui ont voulu adopter le modèle occidental. Mais il y a aussi le potentiel de conflit entre ces pays eux-mêmes, alors qu'ils comptent des centaines de millions de gens de la classe moyenne qui veulent plus de voitures, plus d'espace, de meilleurs jouets, enfin, c'est et environnementalement également, les conséquences sont lourdes. Comment peut-on accommoder ainsi les aspirations de style de vie de ce genre de milliards de Chinois? Comment est-ce possible? Et c'est là qu'on voit que ces modèles sont tout à fait inappropriés, car en Asie, la situation est vraiment très, très vulnérable au conflit et à la violence. Alors maintenant, je donne la parole aux membres de l'auditoire. Qui va prendre la parole en premier? Allez-y tous les deux. Dites ce que vous avez à dire et on verra comment répondre. Présentez-vous d'abord. Richard Harmston, avec le groupe de partenariat de l'Asie du Sud. Et j'aimerais revenir sur ce dernier point, car la question m'est venue à l'idée et j'avais un peu prévu ce que David allait dire. Mais la question de cette époque, cette longue période des empires est-elle terminée? En sommes-nous arrivés à un point où les empires, comme vous les décrivez, sont révolus et va-t-on passer à une autre forme internationale ou non, une autre configuration? Et je pense par exemple à l'émergence de la puissance chinoise et de l'éventuelle émergence de la puissance de l'Inde, oui, pour des motifs économiques, mais aussi il y a les forces militaires qui sous-tendent tout cela dans les deux cas. Et ensuite, je me demandais si vous pensiez
des nouvelles valeurs universelles qui découlent de ces empires et du nationalisme extrême du XXe siècle, des valeurs telles les droits de la personne, la démocratie, l'égalité des hommes et des femmes. Ce genre de valeurs sont-elles présentes pour de bon ou vont-elles s'estomper avec l'émergence d'une nouvelle forme d'empire, d'une nouvelle configuration? Merci. Et voulez-vous attendre parce que c'est quand même assez compliqué de vous répondre. Alors, on attend pour les autres questions. Et la réponse, oui, l'époque des empires est révolue. Mais selon moi, il y a le paradigme essentiel de l'Empire, c'est-à-dire que les États-nations qui atteignent un certain degré de croissance économique veulent ensuite prendre de l'expansion et chercher des territoires et des ressources à l'extérieur des marchés. Alors, tout ce capital excédentaire qui est généré dans ces nouvelles États-nations, on doit les acheminer en quelque part. Alors, les processus qui ont été mis en branle, il faut des matériaux bruts, mais c'est tellement, le lien est tellement étroit. Et là, bien sûr, au début, ça alimente l'impérialisme moderne. Mais l'âge des empires, l'époque des empires n'est pas révolue parce que si on importe ces processus de capitalisme industriel dans des pays comme l'Inde et la Chine, à ce moment-là, il s'agit toujours de modèles politiques, surtout d'États-nations qui ont encore font appel à l'expansion, une croissance illimitée de nouveaux marchés, de nouvelles ressources, de nouveaux territoires. Et puisque nous le faisons tous au sein de ce cadre où les États-nations y ont droit à ce moment-là, ça mène inévitablement au conflit. Et puis aussi à l'Afrique, maintenant où on va chercher, on voit des ressources en Afrique, où l'Inde et la Chine sont les deux pays qui recréent en quelque sorte l'histoire malheureuse de l'Afrique à la fin du 19e, début 20e siècle. Alors, si on envisage la question de cette façon-là, l'époque des empires n'est pas révolue, puisqu'on a adopté ce paradigme d'impérialisme par d'autres États-nations dans ce qu'on appelle des États autoritaires comme la Chine. Alors, peu importe le type de système politique qui existe, une fois qu'on l'a adopté, ce qui importe, en fait, si vous êtes communiste ou capitaliste, regardez les dommages qui ont été causés par le communisme qui cherchait ce Saint Graal. Alors, c'était pour ça, c'était pas pour une autre raison, un autre mode de vie. Il ne s'agissait pas de rendre la vie rurale viable. Il s'agissait d'organisation, d'industrialisation. Là, c'est un autre exemple de modèle impérialiste. On sait ce que ça a donné en Union soviétique et en Chine. Je m'appelle Amita Brack et j'ai pas de grosses questions importantes, mais j'ai une ou deux observations à faire. Le type de questions que vous vous êtes posées, j'y réfléchi depuis longtemps, mais en fait, mes résultats ont été moins productifs que les vôtres. Je parle de vos autres ouvrages et il y a des choses positives. Alors, pourquoi être si découragé? Parce que le type de questions que vous posez et le livre que vous avez rédigé ajoute à notre compréhension de l'histoire mondiale. Et il y a eu la période d'indépendance. Je me souviens qu'on avait toujours des manuels scolaires qui fêtaient la fête de la reine et qui décrivaient l'Inde de façon qui serait acceptable dans les textes, les manuels scolaires en Angleterre. Alors, voilà ce qui se passait à l'époque. Et je me demande, vous avez effleuré la Chine et il y a plusieurs
bouquin et c'est une des premières personnes qui pose des questions. Vous parlez de 1919. Un de nos voisins ici à Ottawa a rédigé un livre très célèbre sur 1919. Et lorsqu'on lit ce livre, si vous le lisez d'une perspective d'un pays du tiers-monde, ils sont toujours négligés. Et il y a 3 phrases dans le texte, et puis là, on revient à ce qui s'est passé en Europe. Mais si vous lisez à mi gauche, alors voilà la perspective, et vous voyez qu'il se passait d'autres choses, par exemple, les batailles en Asie du Sud-Est, où les Indiens ont joué un rôle. Et chez Bashpos, je ne sais pas qu'on en a tenu compte suffisamment en Inde et il venait. Bon, bref, je pense que c'est positif. Je pense qu'on aura d'autres voix positives comme celle-là. Et je voulais savoir, après avoir rédigé le livre, est-ce que vous avez obtenu des points de vue similaires des gens de l'Inde et d'autres du tiers-monde? Je sais que vous ne l'aurez pas de Ferguson et ça, vous ne l'avez pas effleuré. Je crois que les réactions ont été assez positives pour la plupart face à cette façon de penser, puisque je crois qu'il y a ce sentiment qui est bien partagé que nous vivons une crise en ce moment, que les anciennes distinctions de gauche contre la droite, capitalisme contre le socialisme, que ces pouvoirs de persuasion n'existent plus et qu'il nous faut peut-être une perspective plus vaste face à ce qui s'est passé dans les 150 ou 200 dernières années qui ne dépendent pas de ces éléments binaires, qui ne dépendent pas de ce choc d'idéologie, puisque vous pouvez vous leurrer, vous pouvez vous dire que voilà de quoi il s'agissait la Deuxième Guerre, la démocratie libérale contre le fascisme, mais nous savons que c'est pas ça, c'était beaucoup plus intime, des batailles beaucoup plus intimes entre différents impérialismes européens. Quelqu'un comme Nehru pouvait voir ça dans les années 30, Halloran, dans les années 50, le reconnaît. Alors maintenant, on a ce sentiment, et aussi parce que dans les pays postcoloniaux, ils sont 50, 60 ans, ces pays, et nous voyons donc à quel point ils ont souffert en essayant de devenir puissants et importants et forts. Et il y a donc ce sentiment, je crois, qui ajoute à ce désir de jeter un nouveau coup d'œil sur ces anciennes histoires, ce qui m'incite ou m'a incité à rédiger ce bouquin et ce qui vous encourage aussi des écrivains comme Hamid Alkoch ou Amartya Sen qui a aussi exploré certaines parties négligées des traditions intellectuelles de l'Inde et son histoire. Ce qu'on nous a dit dans les écoles, par les décideurs de politique, par les journaux. Et depuis 50-60 ans, en fait, ça ne convainc pas de la même façon que cela a réussi à convaincre dans le passé. Alors, je crois que ce livre fait partie d'un projet plus vaste. Il y en a d'autres qui donnent suite, qui s'y engagent en ce moment et veulent examiner ces histoires, que ce soit les Ottomans et qu'est-ce qu'ils ont fait avec la diversité ethnique. Ce sont des choses que nous devons savoir avant de les rejeter d'un revers de la main, de dire bon débarras, parce que nous savons que l'État-nation a donné de mauvais résultats pour les minorités ethniques. Qu'ont-ils fait avec les voisins et à quoi consistait le système tributaire? On a beaucoup à apprendre de ces exemples. Et c'est une petite tentative d'essayer de cerner l'attention sur ces débats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Et Bruce par la suite.
Je m'appelle Bobby Meyer. Est-ce que vous m'entendez? Le micro n'est pas allumé. Désolé. Je dois vous féliciter d'abord. C'est un bouquin très puissant et je ne sais pas trop où je m'en vais avec mon argument, mais d'abord, face à cette question d'impérialisme du monde occidental, il n'y a pas de distinction entre la droite et la gauche parce que une des personnes qui a fait un des arguments les plus percutants, c'était Marx. L'impérialisme britannique, même si c'était très mauvais, c'était une nécessité de l'histoire. C'était un pays qui se retrouvait dans le mode asiatique de production et les Britanniques donc devaient perturber ce système pour que l'Inde se retrouve dans l'histoire. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de différence entre la droite et la gauche par rapport à cette question en ce qui concerne une perspective favorable de l'impérialisme. Ce n'est pas tout simplement Rudyard Kipling, mais c'est un phénomène beaucoup plus répandu. Marx, ce personnage érudit, a aussi présenté un point de vue selon lequel les pays qui sont industrialisés sont des modèles pour les pays qui ne sont pas industrialisés. Il a vu bien clairement et c'est là où je vais adopter une position différente, qu'on n'a pas le choix pour un pays qui est sous-développé. Il faut suivre le modèle des pays développés, puisque en voie de développement, c'est le pouvoir qui naît. Le pouvoir, c'est pas pour l'exercice de régner sur les autres, mais on veut d'abord se protéger. Et chaque groupe, à partir du moment des guerres athéniennes, que cela fait partie de la nature humaine. Un groupe veut dominer. Alors même si le développement moderne et économique d'aujourd'hui perturbe la société et les pays, étant donné leur situation urbaine, ils font face à des défis de taille. Cependant, il n'y a pas d'autre solution. Il faut suivre le modèle occidental parce que sinon, ce sera la domination par ceux qui sont plus puissants que les autres, que ce soit l'Ouest ou la Chine. Merci de cette intervention. Je suis entièrement d'accord. Et l'exemple de Marx en est un excellent. Il a commencé toute cette tradition des gens de la gauche qui applaudissaient cette idée que la modernisation, ou plus précisément l'industrialisation, était le seul destin pour les pays qui n'étaient pas industrialisés. Et c'était la seule façon de progresser. C'était le seul modèle disponible. Toutes les autres possibilités étaient exclues. Et cela indique bien comment Marx lui-même, en dépit du fait qu'il était brillant, était bien influencé par les idées européennes et les idéologies européennes de cette époque. Cette idée, après la renaissance de l'Europe, de l'individu qui poursuit ses intérêts. Fondamentalement, il ne s'est pas écarté de cette notion. Et je crois également que le fait que vous deviez renforcer votre société si vous ne voulez pas que l'on vous piétine, que les pouvoirs qui dominent vous piétinent. Alors, c'est un thème très puissant
qui émergent. Lorsque j'ai rédigé ce bouquin, et tous les penseurs, les intellectuels de l'Asie se posent ces questions. Est-ce qu'il nous faut réellement devenir comme eux dans le but de survivre? Et en fait, c'est ce qu'ils font en bout de compte, en bout de ligne. Le Japon le font. Et bon, voilà. Et il y a d'autres solutions qui sont proposées par des penseurs, mais on les rejette. Mais ils n'ont pas. En fait, on vit dans un monde où tout le monde veut dominer. Si vous ne le faites pas, vous êtes dominé, vous êtes détruit. Voilà l'histoire depuis 200 ans, assez tragique, mais il y a une plus récente formulation de ce dilemme. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est pas Margaret Thatcher qui est l'auteur de ces paroles? Bruce, allez-y. Merci. Bruce Montador. Je suis à l'Université d'Ottawa et jusqu'il y a un an, j'étais le directeur pour la Chine, Ottawa et la Chine de la banque. Et j'ai commencé à lire votre livre hier. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais j'ai lu les critiques, une ou deux questions et une remarque. Le commentaire, c'est que vous avez parlé du Japon et de l'Allemagne et leurs efforts pour qu'il y ait des empires. Et j'imagine que lorsqu'on se demande si la Chine et l'Inde suivent le même modèle, il se passe des choses en Afrique, bien sûr, mais le Japon et l'Allemagne semblent avoir mieux réussi après la Deuxième Guerre lorsqu'ils n'étaient pas à la quête d'un empire. Alors, est-ce que les empires ou les matériaux bruts sont-ils essentiels au développement économique? Dans la première partie du livre, la partie que j'ai lue, la question de là où on va se retrouver, et ça, je le saurai lorsque je finirai le livre, ou si vous y répondez, c'est est-ce que tout le monde va devenir des Nord-Américains ou des Européens, ou s'il y a une troisième façon de faire, ce n'est pas clair. Bon, c'est laissé un peu en suspens. Mais j'ai l'impression que l'Afrique doit se préoccuper parce que l'Afrique ne se développe pas tout simplement en exploitant les matériaux bruts, mais ce sera une colonie de la Chine ou de l'Inde dans les 50 prochaines années, ou est-ce qu'il se passera d'autres choses? Alors ça, c'est à déterminer. Mais le déterminisme économique n'est pas aussi fort que la conversation jusqu'à présent pourrait nous porter à croire. Et enfin, c'était très important de lire les réactions que vous avez parlé de la victoire du Japon sur la Russie en 1905. Mais étant donné, lorsque je lisais un peu les événements de la semaine dernière, ça m'a fait penser un peu à ce qui se passait dans le monde musulman en réaction au film sur YouTube. Et c'est pas la même chose. Mais c'était une parallèle assez inquiétante dans ce contexte. Oui, je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, sur cet anti-occidentalisme qui est un terrain fertile, surtout dans le monde arabe, compte tenu de la dernière décennie. Et vraiment, ça ne doit étonner personne, ces éruptions périodiques de ce sentiment. Il suffit d'une petite étincelle et ça peut se produire encore, et ça se produira encore. Surtout parce que le printemps arabe a dégagé des énergies qui ne peuvent pas être contrôlées par les mouvements et institutions politiques de l'heure. Il y aura de grandes périodes de chaos et d'anarchie avant que l'on puisse trouver un semblant de stabilité dans cette partie du monde. Bien sûr, il y aura une milice là-bas qui voudra s'attaquer au consulat américain. Ça se verra encore, c'est certain. Mais il est encore étonnant de voir à quel point les gens réagissent. Ils sont tout à fait troublés, alors que depuis une décennie, des centaines de milliers de musulmans sont morts lors de 2 guerres totalement catastrophiques, vraiment. Et que ces sociétés ont été témoins de toutes sortes d'expériences d'humiliation depuis la guerre au Yémen, en Afghanistan,
Donc, l'idée que les États-Unis ou l'Occident devraient encore être aimés, je pense, est une attente tout à fait irrationnelle qui donne lieu à ces sentiments de choc et de déception par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, entre autres. Mais pour revenir à votre autre observation, je suis d'accord. Je pense qu'il est dangereux de devenir trop pessimiste et de croire trop à cette idée. Mais par contre, je pense qu'on doit également respecter le contexte historique de ces événements. Par exemple, la montée de l'Allemagne et du Japon dépendait de bien d'autres facteurs qui manquaient auparavant, notamment l'appui et la disponibilité du marché américain, parce que les Américains voulaient pacifier ces deux pays, et l'un d'eux était sous occupation militaire pendant longtemps. Ils leur ont donné l'aide, les concessions recherchées qui n'existaient pas auparavant, ni pour la Chine, ni pour d'autres pays. Donc, c'est à cause de certains facteurs et ils n'avaient pas besoin d'empire à ce moment-là puisqu'on leur donnait l'aide dont ils avaient besoin à cette période. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne, mais la plupart des économies occidentales européennes étaient florissantes après toute cette période de dévastation. Donc, je pense qu'il est possible que l'Afrique devienne une autre colonie ou une colonie différente. Mais je ne vois pas comment cette méthodologie peut être changée. Lorsqu'une place comme l'Angola, qui vient de découvrir des ressources pétrolières et que toutes les compagnies, les pétrolières du Canada remplissent les chambres d'hôtel de l'Angola, qui sont devenues les plus dispendieuses au monde, la même chose arrivera peut-être en Mongolie, où il y a déjà énormément d'inégalités. C'est arrivé dans les États où le pétrodollar domine. Comment peut-on changer ce système? Si l'Angola s'enrichit, il ne faut pas oublier les pays non plus qui n'ont pas de matière brute à offrir au reste du monde. Qu'est-ce qui amènera le développement dans ces pays-là? Ou vont-ils se retrouver comme les sociétés semi-modernes où l'on doit déplacer des populations de leur milieu rural et les retrouver en milieu urbain pour travailler dans les usines, pour se trouver des emplois dans l'industrie des services. Il n'y a vraiment rien qui se passe dans ces économies. Elles n'ont rien à offrir à l'économie mondiale. Et puis, vous avez ensuite le ressentiment et la haine qui sévit à l'égard des institutions politiques qui ont provoqué ces déplacements et la destruction des modes de vie traditionnels, comme ce qui se passe en Inde, justement. Les mouvements politiques expriment leur colère face au déplacement des populations de leur habitat traditionnel. On leur promet des choses sans leur donner. Alors, je ne vois pas vraiment de changement à ce niveau-là, d'où vient un peu de mon pessimisme. J'ai toujours voulu vous demander ce qui suit. J'ai l'impression que l'expérience du colonialisme perdure. Quand j'ai étudié la politique étrangère, j'en suis venue à la conclusion, à raison ou à tort, que l'un des motivateurs principaux de cette politique étrangère indienne, c'est la quête d'autonomie, de ne jamais tomber sous l'influence indue de quelque puissance que ce soit, l'Union soviétique, les États-Unis, peu importe. D'autre part, au Nigeria, dernièrement, où vivaient mes parents quand j'étais adolescent, j'ai vécu une expérience bien différente. À Butrand, j'ai parlé à des gens
Et je me suis rendu compte que les liens avec Londres n'étaient pas plus forts pour l'élite qu'ils ne l'étaient pendant la période coloniale. Les gens prennent l'avion pour aller à Londres comme on circule en autobus à Ottawa pour faire nos affaires. On fait nos affaires à Londres et non pas au Nigeria. Alors, je me demandais si vous aviez des commentaires à faire sur l'ombre de ce colonialisme que l'on retrouve toujours. Oui, vous voyez des élites transnationales partout dans le monde. Les Nigériens sont à Londres. La classe moyenne ou la bourgeoisie de Malaisie font leurs emplettes à l'étranger. C'est un centre de design, Bandung, justement, qui est associé à l'assertion géopolitique des pays africains. Alors, on voit ces élites transnationales partout qui ont développé de nouvelles relations avec les anciens centres impérialistes et qui ont plus ou moins laissé tomber l'idée d'un État-nation qui créait vraiment une certaine autonomie pour ces États-nations. Comme l'Angola, bien sûr, ne serait pas colonisé de la même façon, mais pourquoi le faire quand on a une élite locale sur place qui veut nous aider? Ils deviendront incroyablement riches et vous donneront ce que vous voulez. Alors, pourquoi se donner la peine d'avoir une bonne administration ou même de faire des gestes symboliques à l'endroit des populations indigènes pour maintenir leur bien-être, alors que ce sont les élites locales qui vont continuer de contrôler et d'aller faire leurs emplettes à Londres. La vie est belle et on ne veut pas s'occuper du reste. On peut avoir un empire informel dans ces pays. Mais en Inde, c'était différent parce que les premières idées étaient définies par des gens comme Nehru qui avaient consacré la majorité de leur vie adulte à lutter contre l'impérialisme, à l'avoir vécu et à l'avoir diagnostiqué bien souvent très exactement. Et ils voulaient définitivement une Inde qui soit libre de toutes ces tendances destructives dont il avait été témoin à cause de l'impérialisme moderne. Et bien sûr, la question d'autonomie était très importante et exigeait une nouvelle langue politique. Et oui, cette ombre se retrouve toujours en Inde, dans les institutions de la société civile, dans la vie intellectuelle du pays. Il y a des écrivains, des penseurs d'influence qui sont influencés par ces idées. Mais dans l'ensemble, il y a aussi une américanisation bien stable qui s'est faite depuis 40-50 ans, qui revient un peu à votre exemple de ce legs du colonialisme. Ça a été ranimé, c'est-à-dire que les élites se tournent vers l'Amérique pour s'inspirer, pour savoir comment développer une économie qui prospère. Et ils se tournent vers les États-Unis au très mauvais moment de l'histoire, parce que ce n'est pas apparent pour l'instant. Mais c'était très difficile de se sortir de ces obsessions qui se sont développées à la fin des années 90. Quand l'économie américaine se portait bien. Alors maintenant, c'est la confusion totale. Hein? On ne sait plus vers qui se tourner maintenant. C'est un bon sujet pour votre prochain livre. Pankaj veut bien signer son livre à l'extérieur de la salle, si vous voulez. Et pour ceux qui sont avec nous en ligne et ceux qui sont dans la salle, merci d'être venus. Mais surtout, nous sommes très reconnaissants à Pankaj d'avoir fait un détour par Ottawa alors qu'il fait une tournée en Amérique du Nord pour venir partager ses idées, nous faire part de son analyse et pour nous laisser son magnifique livre. Vous avez dit en passant que vous n'étiez pas historien, mais ce n'est pas vrai du tout, Pankaj. Il a quelque chose d'assez novateur à la fin du livre. Au lieu d'une bibliographie bien aride que l'on retrouve souvent, il a une très
un très bel essai bibliographique en créant des liens entre les livres. Et j'ai l'impression, et moi j'ai trouvé cela beaucoup plus agréable qu'une bibliographie classique. Alors, vous nous avez laissé énormément de matière à réflexion et nous espérons que vous nous reviendrez très bientôt. Merci infiniment.